Bonsoir à toutes et à tous. Je m'appelle Stéphane Bessières, je suis responsable de la transmission d'entreprise pour le groupe AG2R La Mondiale. Comme vous le savez, nous sommes en métropole confinée, pas complètement libre de nos gestes, et donc je suis vraiment navré de ne pas pouvoir être à vos côtés ce soir, aux côtés de cette grande soirée organisée par la CPME et ses partenaires. Je vais aujourd'hui vous parler d'organisation patrimoniale de la transmission d'entreprise. Rassurez-vous, dans votre salle, il y a aujourd'hui un spécialiste de la transmission d'entreprise qui est directement attaché à l'océan Indien et que je vous présenterai un petit peu plus tard. Cette présentation, je vais la faire au travers d'un concept et puis surtout d'un cas réel, d'un cas pratique que j'ai traité dernièrement et qui me paraissait intéressant pour vous donner une meilleure visibilité sur la façon dont on va accompagner un dirigeant sur ses enjeux patrimoniaux, sur son projet de vie future, sur ses revenus, sur ses disponibilités, sur la façon dont on peut architecturer une transmission d'entreprise, aux côtés, bien évidemment, de vos conseils habituels, vos experts comptables, vos notaires, vos avocats. Il est essentiel pour nous de travailler en interprofessionnalité. Nous ne pouvons pas concevoir cet accompagnement sans être encadrés par des experts de différents domaines du droit, que sont les problématiques de fiscalité, de droit civil, les enjeux juridiques et évidemment les enjeux de protection sociale que nous portons de notre côté, mais aussi de protection patrimoniale. Voilà, donc je vous propose d'avancer et d'aller en 20 minutes faire le tour de ces questions-là selon l'angle de vue qu'on peut y apporter avec notre vision de généraliste. Le groupe AG2R La Mondiale s'est doté de compétences, d'outils et de méthodes pour accompagner le dirigeant toute sa vie durant, avec une approche patrimoniale élargie à 360 degrés, aux côtés des partenaires conseils habituels. Votre patrimoine est constitué de 3 piliers, le patrimoine professionnel et le patrimoine privé, mais aussi le patrimoine social. Le patrimoine social, c'est un patrimoine qui est constitué à partir des charges sociales obligatoires et facultatives qu'on paye tout au long de sa vie et qui permet de remplacer des revenus en cas d'arrêt de travail, d'invalidité, de décès, en période de chômage et évidemment de se constituer une retraite pour le futur. Et bien, face à chacun de ces piliers de patrimoine, nous avons organisé des experts. Des experts en protection sociale, au nombre de 800 sur le terrain, 24 collaborateurs spécialisés en épargne patrimoniale et en protection du patrimoine privé, et 18 collaborateurs que j'ai la chance d'encadrer, spécialistes de l'architecture patrimoniale de la transmission d'entreprise, qui sont capables de donner une vision d'ensemble à votre transmission pour vous aider à atteindre vos objectifs patrimoniaux, vos objectifs de vie future. Tout ceci, nous le faisons, comme je vous le disais, aux côtés des experts comptables, des avocats et des notaires, pour lesquels nous avons mis en œuvre aussi des spécialistes d'accompagnement, du conseil dans ces missions de protection sociale et patrimoniale. Sur l'océan Indien, nous avons la chance d'avoir Monsieur Patrice Picard, qui est un collaborateur de mon équipe de grandes compétences sur ces enjeux patrimoniaux de la transmission d'entreprise. Patrice est dans la salle et pourra, le cas échéant, répondre à vos questions à la suite de cette soirée. Alors, plutôt que de vous parler de théorie, j'ai préféré m'appuyer sur un exemple concret, une situation réelle. Cette situation, c'est une situation d'une société, d'un dirigeant de province du sud de la France, quelqu'un qui a des problématiques, qui a vraiment un souhait de transmettre à court terme son entreprise, qui, vous allez le voir, a une entreprise qui fonctionne bien. On pourrait très très bien adapter le cas que je vais vous présenter à une entreprise individuelle, à une société de famille ou à une société qui est à l'impôt sur les sociétés. Là, il s'agit d'une SARL, ça pourrait être une SAS, une SA ou quoi que ce soit, avec des valeurs moindres. J'ai pas souhaité trafiquer dans les valeurs, j'ai souhaité vous présenter réellement un cas concret et réel pour que vous puissiez d'une part apprécier ce que nous pouvons apporter dans cette architecture patrimoniale de la transmission, mais aussi des problématiques qu'on peut identifier et par quel bout finalement prendre ce schéma patrimonial de la transmission qui n'est pas facilement abordable si on n'a pas cet exemple concret. Voilà, je vous propose d'y aller tranquillement. D'abord, le contexte familial de Monsieur Dupont.
Il s'appelle Jean, il a 60 ans, il est marié à Isabelle, 54 ans. Ils ont 3 enfants et Jean est co-gérant d'une société commerciale sous forme SARL. Il est donc non salarié puisque le collège de gérance est majoritaire. Isabelle, par ailleurs, est salariée dans une société de services et leur patrimoine immobilier professionnel est détenu au travers d'une société civile à l'IS. Voyons d'abord la société commerciale. Il s'agit de la SARL Dupont et Associés, avec donc 4 co-gérants, comme je vous le disais, dont Jean, évalué à 1 367 000 euros. Elle a été créée en 2007, puis restructurée en 2015 dans le cadre d'une fusion. Cette restructuration aura un impact fiscal par la suite. Une activité commerciale, et Jean détient 56% des titres de la société commerciale. Par ailleurs, l'immobilier professionnel, le bâtiment, en fait, qui est loué à la SARL, est détenu dans le cadre d'une société civile à l'IS, qui a été acquis en 2008. En fait, le bâtiment a été acquis avec un emprunt à 100%, donc un capital de 1 000 euros, et la valeur actuelle est d'1 300 000 euros. Cette société est détenue par Jean à 75% et par ses enfants à 15%. Les 3 autres associés détiennent 10% de la société. La première question qu'on va devoir se poser, c'est quel est le projet de vie du client? Quels sont ses objectifs patrimoniaux? La question, c'est qu'est-ce que je veux faire après de ma vie? Alors évidemment, à court terme, à moyen terme, à long terme. À court terme, Jean veut vendre sa société à ses associés, en les accompagnant dans la durée, puisqu'il est le créateur d'origine, et que ses associés, qui sont d'anciens salariés, ont encore besoin de lui pour pouvoir se déployer dans la durée. Il veut aussi soutenir ses enfants dans leurs projets professionnels et personnels en leur donnant tout simplement de l'argent. Puis, il souhaite profiter de sa retraite active et conserver une activité durant les 8 ans qui viennent auprès de ses associés, mais aussi auprès d'autres clients qu'il a personnellement. Au niveau patrimonial, il a un train de vie relativement élevé à assumer, donc il va falloir qu'on analyse tout ça. Et il souhaite protéger sa famille en cas de disparition prématurée. Votre patrimoine est un outil au service de votre projet de vie futur. Il est essentiel de se poser 2 questions. Est-ce que j'aurai les moyens demain de répondre aux enjeux de mon projet, en matière de revenus d'une part, mais aussi de liquidité par ailleurs? En clair, est-ce que j'aurai assez de cash et assez de revenus pour faire face toute ma vie durant aux enjeux de ce que j'ai construit comme projet futur et de l'idéal de ma vie future telle que je la vois aujourd'hui? Jean est un cédant, mais nous pourrions aborder de la même façon les enjeux pour le repreneur. On va évaluer ses besoins par période de vie. Nous allons d'abord, avec Jean, définir quelles sont les périodes futures. Eh bien, dans la discussion qu'on aura avec lui, on va se rendre compte qu'en 2021, en 2023, en 2029, en 2037, il a des échéances. Céder son entreprise à partir de 2021, par exemple, avoir une autre situation en 2023, situation de retraite de son épouse en 2029, fin du crédit de la résidence principale en 2037. Et nous allons comme ça lister en fait ses besoins pour chaque période et évaluer le total des besoins de revenus qu'il aura dans le futur, qu'on pourra ensuite confronter avec la réalité. Voilà l'objectif de ce travail qui doit être fait par Jean et par son conjoint Isabelle, afin de pouvoir avoir une visibilité sur ses revenus futurs. Une fois cette analyse faite, nous allons pouvoir ensuite graphiquement modéliser les besoins projetés sur toute la période future que Jean a définie. Ça nous donnera l'objectif du besoin de revenus. On va pouvoir ensuite insérer dans ce graphique les revenus. Les revenus professionnels de Jean, puisqu'il compte accompagner ses associés, avec bien évidemment une rémunération professionnelle, les revenus professionnels d'Isabelle, et puis plus tard les retraites d'Isabelle par exemple. Dans la continuité, on insérera les retraites de Jean qui souhaitent faire un cumul emploi-retraite et on pourra ainsi identifier les surfaces blanches que vous voyez sur ce schéma, qui sont en fait des surfaces où le besoin n'est pas atteint. Ce sont donc des manques. Et ces manques, si on cumule ces surfaces, nous donnent en fait une valeur de liquidité nécessaire, de cash si vous préférez, nécessaire pour pouvoir assurer dans le futur les besoins de revenus du projet de vie du couple de Jean et d'Isabelle. Maintenant qu'on a pu constater les écarts en matière de revenus, on va intégrer dans le futur les entrées de cash et les sorties de liquidités potentielles en fonction des projets
qui sont identifiés par Jean. Par exemple, acquérir une résidence secondaire, par exemple, vendre une résidence principale ou avoir un héritage dans une vingtaine d'années, etc. Pour commencer, on regarde ici les besoins en revenus futurs et on se rend compte qu'au cumul, les surfaces blanches dont je parlais tout à l'heure correspondent à peu près 1 million d'euros de déficit de revenus dans le futur. Il faudra aller capter donc 1 million d'euros sur le patrimoine de Jean et d'Isabelle pour pouvoir assurer tout simplement le train de vie, qui est un train de vie relativement important du couple tel qu'il l'a défini sur les périodes de vie qu'on avait analysées tout à l'heure dans le tableau que vous aviez sur cet écran. On intègre maintenant les capitaux existants. Aujourd'hui, Jean et Isabelle ont 41 000 euros de côté. En fait, tout le patrimoine est concentré principalement dans le patrimoine professionnel et dans la résidence principale. Dans une vingtaine d'années, Jean attend potentiellement un héritage. Et donc, à long terme, à plus de 8 ans, on va intégrer cet héritage potentiel, puisqu'il s'agit de cash tout simplement, 350 000 euros environ, qui viendront dans une vingtaine d'années, en fait, compenser les éventuels manques. Bien évidemment, on va intégrer la cession des entreprises, donc la société civile et la SARL, que Jean souhaite transmettre à court terme, à moins de 4 ans. Et lorsqu'on fait un calcul avec le prélèvement forfaitaire unique à 30% sur les plus-values, on arrive à un reste net approximatif d'1 million d'euros. Vous le voyez, 993 000 euros à moins de 4 ans. Pour finir, sur les enjeux à court terme, à moyen terme et à long terme, on se rend compte au total qu'à court terme, on a un surplus potentiel de 935 000 euros par rapport au projet de vie, à moyen terme 27 000 euros, et qu'à long terme, on a un déficit probant de 590 000 euros, mais qu'au cumul, le projet de vie fait apparaître finalement une somme bénéficiaire de 371 000 euros. Il est donc viable. Il faudra juste prêter attention avec un expert financier et un conseil en épargne patrimoniale de comment on organise les horizons de placement pour pouvoir bénéficier du meilleur rendement à court, à moyen et long terme, en faisant en sorte que les cases vertes et rouges deviennent vertes partout, et donc qu'on organise au mieux l'épargne patrimoniale de nos clients pour répondre justement aux enjeux qu'ils ont définis préalablement. L'analyse étant faite, on va maintenant s'attacher à identifier un certain nombre de problématiques, non exhaustives bien sûr. On va se poser la question de l'impact du décès du dirigeant et les solutions potentielles. À quel âge il doit liquider sa retraite? Comment peut-il aider ses enfants? Quel statut dans la SARL? Quel statut social pour accompagner ses associés repreneurs? Quelle fiscalité qui va s'appliquer à sa cession? Est-ce qu'il peut l'optimiser? Bref, toutes les problématiques qu'on pourra identifier dans ce contexte global. Nous allons maintenant aborder l'accompagnement de la transmission d'entreprise proprement dit. Dans tous les cas, il s'entend avec un encadrement d'experts sur chaque sujet, l'expert comptable, l'avocat et le notaire, comme je vous le disais préalablement. Le généraliste que nous sommes a une approche globale de la situation, mais en toute humilité. Nous devons être conscients de nos limites en matière de conseil et systématiquement alerter nos clients sur le fait que l'architecture qu'on propose pourrait être remise en cause par un expert d'une question ou d'une autre. Nous avons encore une fois une vision globale et l'expert valide la faisabilité dans son domaine du droit. Sans rentrer dans le détail, la première chose à faire est d'envisager les stratégies possibles dans le cas de notre client. Par exemple, transformer la SARL en SAS avant la cession, avec des avantages et des inconvénients à chaque fois. Dans ce cadre-là, on ira arbitrer le paiement des droits de mutation à titre onéreux qui passe de 3% pour la SARL à 0,1% pour la SAS, avec le statut social des dirigeants. Actuellement, les dirigeants sont tous TNS. Ce sont des gérants des SARL de collèges majoritaires. Demain, si on venait à faire une SAS, ils passeraient salariés avec des conséquences fortes sur leurs charges sociales. Leurs revenus actuels coûteraient beaucoup plus cher. Ils auraient donc finalement une solution, c'est de baisser leurs revenus. Ce n'est pas forcément souhaitable. Le dirigeant évoque la possibilité d'apporter les titres de sa société à une holding avant cession pour mettre en sursis l'impôt de plus-value. Là aussi, il y a des avantages et des inconvénients qu'il y a lieu de bien expliciter avec une démarche pédagogique. Pour donner de l'argent aux enfants, on peut passer par une donation de titres aux enfants avant la cession. Ça a l'avantage d'écraser la plus-value et donc de coûter beaucoup moins cher que si on vendait la société et si on donnait l'argent après avoir vendu la société. Ça a aussi des inconvénients, bien évidemment, qu'il y a lieu de mettre en exergue. On va aussi aller regarder ensemble
la fiscalité, là encore en tant que généraliste, à valider par un expert de ces questions. Et a priori, dans le cas de Jean, on pourrait, en fonction de l'âge auquel il liquidera ses retraites, opter pour une fiscalité avantageuse, celle du départ en retraite, avec un abattement de 500 000 € sur la plus-value pour la part de l'impôt sur le revenu, qui correspond à 12,8% de la plus-value. Là aussi, il y a des contraintes, puisque ça nécessite de liquider sa retraite dans les 24 mois qui précèdent ou qui suivent la cession, et d'avoir aussi une démission dans ce temps-là de ses fonctions de gérance. Toujours dans le cadre de ces stratégies, on réfléchira à l'éventualité de la cession de l'immeuble détenu par la société civile ou de la cession des titres directement de la société civile. Les conséquences sont importantes au niveau fiscal. Mais dans les deux cas, il y a des avantages et des inconvénients, et il faudra pouvoir aussi tenir compte bien évidemment du repreneur et de son intérêt. On va regarder ensemble l'âge auquel Jean devra liquider sa retraite. Il souhaitait le liquider dans 2 ans. À 65 ans, on va lui conseiller de la liquider le plus vite possible, parce que à aujourd'hui, tant qu'il ne liquide pas sa retraite, finalement il perd de l'argent, et le fait d'attendre n'est pas favorable pour lui. Il pourra donc envisager un cumul emploi-retraite libéralisé, et donc percevoir d'une part ses retraites pour un montant de 43 000 € et d'autre part un revenu professionnel en cumul emploi-retraite. Nous allons caler ensemble la feuille de route pour voir qu'est-ce que nous retenons dans ces stratégies, qu'est-ce que nous laissons de côté et dans quel timing cela doit se faire ou pourrait se faire. Donc la feuille de route que nous proposons à Jean démarre en février 2021 avec éventuellement une donation de titres de la société civile à l'IS aux enfants avant la cession de celle-ci. Pourquoi la société civile et pas la SRL? Parce que c'est fiscalement plus avantageux de donner la société civile ou des titres de la société civile aux enfants. En avril 2021, on va suggérer à Jean de liquider sa retraite et de cumuler son emploi avec sa retraite en accompagnement les associés repreneurs de la SRL Dupont et Associés. En mai 2021, éventuellement, il y aura une transformation de la SRL en SAS. Là encore, c'est à arbitrer parce que ce n'est pas forcément l'intérêt des repreneurs que de faire cela. En juillet 2021 commencera la cession de la société, soit en une fois, soit en plusieurs fois. Mais si elle devait se faire en plusieurs fois, il faudrait la faire avant décembre 2022 pour bénéficier en fait de la fiscalité avantageuse des départs en retraite qui devrait cesser en décembre 2022. Dans la continuité, Jean pourra démissionner de ses fonctions de gérance et créer une activité indépendante en entreprise individuelle ou en société que nous accompagnerons au niveau du statut social pour pouvoir accompagner justement et encaisser des honoraires de conseil, d'une part de la société qui l'aura cédé et d'autre part de clients personnels. En septembre 2021, il pourra envisager la cession de la société civile à l'IS à ses repreneurs. Jusqu'en décembre 2029, il les accompagnera, il aura cette activité professionnelle de conseiller indépendant et cet accompagnement cessera en décembre 2029, comme il le souhaite d'ailleurs, et il pourra ensuite mener une retraite active avec son épouse Isabelle, qui sera aussi à la retraite à ce moment-là. Toute cette approche, nous devrons la faire avec pédagogie, en faisant des simulations, en expliquant à Jean comment ça va se passer. C'est bien une co-construction que nous faisons et nous lui laisserons évidemment des simulations grâce à un outil que nous avons de simulation de transmission d'entreprise. À côté de ça, l'expert comptable, l'avocat et le notaire donneront un avis très précis sur la faisabilité de tous ces éléments de cette feuille de route, quitte à le revoir dans certains cas, si jamais nous n'étions pas en adéquation exacte avec des jurisprudences ou avec le projet du client. Nous avons évoqué la vie du dirigeant, mais que se passe-t-il en cas de décès? 11% des transmissions d'entreprise se font du fait de l'invalidité ou du décès d'un dirigeant. En cette période difficile, incertaine, je pense que c'était bien de conclure cette intervention par justement la transmission subie et comment l'anticiper. Évoquons maintenant 3 problématiques majeures du décès du dirigeant. Premièrement, les droits de succession. Le patrimoine professionnel, qui peut être conséquent, voire représenter la majeure partie du patrimoine du dirigeant, va rentrer dans la masse successorale et à partir de là seront calculés les droits de mutation dus au décès du dirigeant. Ces droits peuvent être conséquents sans pour autant laisser des fonds aux héritiers. Deuxièmement, l'entreprise elle-même court un risque de pérennité à court terme
du fait de la disparition de son dirigeant et peut nécessiter un apport de cash, un apport de fonds lors du décès du dirigeant. Enfin, en présence d'associés, il faudra pouvoir voir comment les associés pourront racheter les titres à la famille qui bien souvent souhaitera les vendre aux associés. Mais encore faut-il qu'ils en aient les moyens. Nous allons aborder maintenant quelques outils assurantiels et juridiques. En premier lieu, le pacte du trade, qui est mis en œuvre par un expert en fiscalité. En cas de décès, la base taxable à la succession sur l'entreprise, sur la société, va être abattue de 75%. Il n'y a aucun inconvénient de mettre en place un pacte du trade, aucune raison de ne pas le faire. Donc j'encourage tous les dirigeants à mettre en œuvre ce pacte du trade pour se prémunir justement de cette situation. En matière d'outils assurantiels, nous avons par exemple la garantie homme-clé. En cas de disparition, l'entreprise reçoit de la part de l'assureur des fonds, un montant qui a été prédéterminé. Ces fonds sont considérés ensuite évidemment comme un résultat exceptionnel, donc soumis à l'impôt sur les sociétés, mais ça permet d'avoir de l'oxygène pour l'entreprise en matière de trésorerie pendant quelques mois, le temps justement de pouvoir se remettre en situation. La garantie entre associés, enfin. Les associés, en cas de disparition de l'un d'entre eux, vont recevoir des fonds de l'assureur et ces fonds ne seront pas taxés ni à des droits de succession ni à des taxes assurances. Il n'y a non plus aucun inconvénient à mettre en œuvre cette garantie entre associés. Elle permet aux associés de racheter les titres à la famille qui aura reçu le patrimoine professionnel par succession. Pour la mettre en œuvre, il faut bien sûr l'assureur, mais pas que. Il faut l'expert comptable pour pouvoir évaluer l'entreprise lorsqu'on met en place la garantie, pour décider à quelle hauteur on met en place cette garantie, un juriste pour pouvoir, par exemple, adapter un pacte d'associés ou les statuts de l'entreprise, afin de définir la volonté des associés de faire en sorte que si l'un d'entre eux disparaît, les autres rachètent la société, pour que tout soit clair et que le jour venu, il n'y ait pas de discussion à couteau tiré entre la famille et les associés. Enfin, on peut mettre en place une garantie temporaire d'essai, qui est une garantie d'assurance, souscrite par le dirigeant au profit de ses héritiers par exemple, qui en cas de disparition toucheront des fonds et ces fonds leur permettront de payer par exemple les droits de succession ou de subvenir à leurs besoins pendant un temps. Cette garantie là aussi est en dehors de la succession, sans taxe assurance généralement, et donc les fonds sont transmis directement par l'assureur aux bénéficiaires. En synthèse et en conclusion, osez votre projet de vie future, exprimez-le clairement, consacrez-y un réel effort personnel et du temps, soyez concret dans votre futur, dissociez-le en période de vie, anticipez votre transmission d'entreprise le plus longtemps possible à l'avance et entourez-vous effectivement d'un généraliste pour avoir cette approche globale que nous venons d'aborder, mais aussi dans chaque domaine d'un expert de chaque domaine du droit. Gardez la main sur votre projet, restez seul maître de ce projet et des décisions que vous prendrez et menez-le de façon active comme le dirigeant que vous êtes, vous avez toujours été. Vous avez ici les coordonnées de Patrice Picard, notre spécialiste de la transmission d'entreprise sur l'île de la Réunion et l'océan Indien. Vous pourrez le contacter si vous souhaitez vous faire accompagner par lui dans le cadre de votre projet et le cas échéant, lui poser des questions dans la continuité de cette soirée. Je vous remercie pour votre écoute ce soir et je vous souhaite une très très bonne continuité en espérant pouvoir vous rencontrer et vous rejoindre dans quelque temps.